M. Trudeau, bonjour. Bonjour. On est au lac des Castors, endroit emblématique à Montréal. Un parc d'ailleurs qu'on va agrandir. C'était la COP cette semaine. Un petit mot sur la COP. Est-ce que c'est allé au-delà de vos espoirs? Est-ce que vraiment c'est un bon accord qui peut changer les choses? Oui, c'est un bon accord qui va changer les choses. De protéger 30 des terres et des océans, d'arrêter et de renverser la perte de la biodiversité, c'est des bonnes choses. C'est sûr qu'il y en a tellement plus à faire, mais de pouvoir avoir cet accord-là pour continuer de bâtir, pour protéger la nature, que ça se fasse ici à Montréal, là, c'est une grosse chose. Est-ce que le Canada, donc vous engagez, est-ce qu'il y a des marqueurs? Parce qu'en 2030, on vise 30 mais 2025, par exemple, est-ce que ça sera dans une loi, puis il y aura des marqueurs? 25 par 2025, c'est notre cible aussi, puis on va y arriver. On a passé de 1 de nos océans, nos côtes protégées en 2015 à presque 15 maintenant. On va faire le prochain 10 en partenariat avec les peuples autochtones. Dans les prochaines années, on va faire 25 par 25 et 30 par 30. Donc, ça sera enchâssé dans une loi, là, au fédéral? C'est des 30 par 30, oui. Le 25 par 25, c'est un engagement qu'on a pris et on a la piste pour arriver. Donc, on va pouvoir le faire d'ici le 2025. 2022, est-ce que ça a été une année pour vous plus, entre guillemets, facile ou moins difficile que 2021, compte tenu qu'on est sorti de la pandémie? En même temps, il y a d'autres gros défis qui sont arrivés. Oui, la guerre en Ukraine, ça a venu la crise de l'inflation globale, les défis au niveau du coût de la vie. Je trouve pas que 2022 a été plus facile que 2021. Et on est en train de vivre des années difficiles au cours des dernières années, que ce soit l'administration Trump, puis les menaces à l'ALENA, que ce soit la pandémie, que ce soit maintenant la guerre en Ukraine. Il y a un contexte global qui nous cause énormément de défis, mais à chaque étape, on voit que les Canadiens continuent d'être optimistes, d'être positifs et d'être là les uns pour les autres. Les Canadiens ont deux grands sujets de préoccupation actuellement. C'est l'inflation, vous l'avez dit, puis c'est la santé. Oui. L'inflation, est-ce que vous vous sentez un peu responsable parce que vous avez quand même distribué beaucoup d'argent? La vérificatrice générale vous a même fait part d'un manque de rigueur entre 4 et 20 milliards d'argent que vous n'auriez pas dû donner. Est-ce que vous n'avez pas contribué un peu à l'inflation? On a fait un choix dans les moments de la pandémie. On a dit la meilleure chose à faire, c'est de s'assurer que les gens puissent rester chez eux, qu'ils n'aillent pas travailler, qu'ils puissent se protéger les uns les autres. Et on a fait les investissements pour appuyer les familles, pour appuyer les entreprises, pour appuyer tout le monde. Et non seulement ça a donné des meilleurs résultats au niveau de la crise de la santé, mais on a une économie qui a repris plus rapidement que d'autres. C'est sûr que c'était pas garanti que ça allait se passer. On ne savait pas si on allait être dans une récession, une dépression profonde pendant des années à cause de la COVID. Les gens ne le savaient pas. On a choisi d'investir dans les gens et ça a fonctionné. Pas seulement pour la crise de la santé, mais pour la reprise économique. Mais l'expression « trop », c'est comme pas assez. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'en avez pas fait trop? La vérificatrice, je le répète, vous dit « faites vos devoirs, vous avez presque jeté de l'argent par les fenêtres, il faut aller récupérer ça ». Et on est en train de faire des suivis sur ceux qui ont fraudé, mais en même temps, ça a été une situation sans précédent. Et on a fait le choix, et c'est vrai que ce ne sera pas été tous les gouvernements qui auraient fait ce choix-là. On a fait le choix d'être là pour s'appuyer. Et ce que ça a donné, c'est pas juste que ça nous a aidés pendant la pandémie avec cette crise-là, mais la reprise économique a été plus rapide. Et même la crise d'inflation mondiale qu'on est en train de vivre, elle est moins forte au Canada que dans bien des autres pays à cause des avantages qu'on a au niveau géographique, mais aussi au niveau du travail qu'ont fait les Canadiens. Donc, oui, il y aurait eu des choses à améliorer. Dans la prochaine pandémie, on a appris des leçons, mais on espère pas en avoir. Mais dans celle-là,
on a fait les bonnes choses pour aider les gens et ça a donné les bons résultats. On a la meilleure situation fiscale de tous nos alliés du G7 et de beaucoup de nos alliés Le rapport dette... Dette PIB, mais aussi le niveau du déficit. Parlons d'argent, M. Trudeau. Je lisais encore hier qu'il y a des cancéreux qui ne peuvent pas commencer leur traitement à temps. Il y a trop de listes d'attente, et c'est partout au Canada, au Québec notamment, les urgences. Et là, les gens regardent cette partie de ping-pong entre le fédéral et les provinces. À quand vraiment vous allez redonner de l'argent aux provinces? Et quelle expertise vous avez, vous, pour réparer le système? Je comprends tout à fait. Tout d'abord, je l'entends régulièrement de gens qui sont inquiets pour la santé de leurs enfants, qui sont inquiets pour notre système, qui n'est pas là avec les hôpitaux, les docteurs, les médecins, les infirmières. On a besoin d'amélioration du système. La réalité, c'est que c'est pas juste de l'argent de plus qui va régler la situation, ça va prendre une transformation du système. Et c'est ça les conversations que je suis en train d'avoir avec M. Legault, avec les premiers ministres à travers le pays, parce qu'effectivement, c'est pas le fédéral qui a l'expertise pour dire « Ah non, ça prend 4 infirmières par étage ou je sais pas trop quoi ». C'est pas notre expertise, c'est les provinces qui livrent les systèmes de santé. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour aider. Une partie, c'est du financement à long terme. Parce que ça reste mystérieux. Bon, vous demandez que l'information circule au Canada, que les provinces vous envoient. Très bien. Pas qu'ils nous l'envoient, mais qui partagent de façon rigoureuse les données de leur système pour qu'on puisse comparer à travers le pays. Mais ce n'est pas déjà le cas, excusez-moi, M. Non, c'est pas le cas. Non? Non. C'est ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est que au début, on n'avait aucune façon de comparer les cas dans une province à une autre. Maintenant, on a vu dans les manchettes que les provinces calculent différemment les taux d'enfants qui sont en train de souffrir. Tu sais, il y a une manque d'harmonisation à ce niveau-là. Et on n'est pas en train de demander d'envoyer l'information fédérale. Il y a des instituts créés par les provinces pour partager les données. Si on arrivait tout d'abord à se comparer, à voir c'est quoi les résultats. Et oui, au Québec, ils le font, mais à l'interne. Mais on peut pas, le Québec ne peut pas comparer ces chiffres à une autre province parce que c'est pas sur la même base. Donc, et ça a un impact direct dans la qualité de service que les gens reçoivent. Donc, vous dites, nous demandons un système de communication des données, une espèce de transparence, puis si on a ça, on va donner plus d'argent. Si on peut savoir que les gens vont mesurer de la même façon, on sait que le système va s'améliorer parce que les gens vont demander pourquoi on a de moins bons services ou de moins bons résultats dans cette province-ci que dans l'autre. On va voir des améliorations. Il y a d'autres choses qu'on peut faire directement, qu'on est en train de discuter avec les provinces, mais on est là pour aider. Mais vous comprenez que c'est comme si la maison brûlait, puis là, vous vous dites, OK, avant d'éteindre le feu, on veut être sûr qu'on se comprenne bien sur les termes, puis combien de tuyaux. Vous dites que ce n'est pas une question d'argent. Il y a aussi une question d'argent. Il y a aussi une question d'argent. Mais les provinces sont en surplus. Ils sont en surplus budgétaire. Ils ont l'argent pour pouvoir investir. Le défi, c'est au niveau des ressources humaines, d'accélérer l'embauche. C'est au niveau des ressources à travers le pays. C'est au niveau de la licenciation. C'est au niveau des pharmaceutiques. Il y a des choses qu'on peut et qu'on doit faire pour améliorer le système et nous, on veut faire partie de ces conversations-là. Bon, et les conversations, elles vont arriver à terme quand? Très bientôt, on l'espère. C'est quoi ça, très bientôt? Ça avant le budget fédéral? On l'espère, oui. Parce que vous comprenez que les gens ne comprennent pas. C'est urgent. Les gens se disent, est-ce que vraiment on bloque une réforme ou de l'argent? Mais c'est pas au fédéral de faire la réforme en santé, c'est aux provinces de le faire. Nous, le seul outil qu'on a au fédéral, c'est de dire, oui, on va être là pour de l'argent long terme, parce que l'argent court terme, ils n'en ont même pas besoin. L'argent long terme, oui, ça leur intéresse, et nous, ça intéresse de le donner. Mais il faut qu'on démontre du sérieux, d'améliorer et de transformer le système, et ça passe aussi par les données. Mais vous savez très bien, M. Trudeau, que la personne, par exemple, M. Dubé, je l'interviewe 40 fois par année. Oui. C'est pas vous qui avez des questions difficiles sur la santé. Oui. Ce sont les ministres de la Santé des provinces qui doivent
à leur population, justifier les ratés. Donc, c'est un peu normal que le fédéral, sa tâche, c'est d'envoyer de l'argent par transfert. Je comprends, mais c'est l'argent du fédéral, ça vient pas du néant, là, ça vient pas des nuages, c'est de l'argent des contribuables. Et si on va envoyer l'argent que les gens payent au fédéral pour améliorer les systèmes que les gens reçoivent, c'est normal qu'il y ait un certain niveau de transparence. Des conditions. De la transparence et de l'instabilité. C'est pas des conditions dans votre esprit. Bien, d'une certaine façon, oui, on ne l'enverrait pas s'il n'y avait pas un niveau de transparence et d'intégrité des données, mais c'est dans un but d'améliorer le système. Vous aviez dit à M. Legault, vous envoyez des chèques à vos citoyens, ça prouve que vous avez de l'argent pour investir en santé. Est-ce que vous lui avez redit ça à la rencontre? Bien, on le sait, c'est pas une question d'argent dans le court terme qui manque, c'est de l'argent long terme pour le système. Dans les années à venir, dans les décennies à venir, il y a des augmentations de coûts. Le fédéral doit être là pour ça. Le français. Monsieur Legault vous demande, le Québec vous demande depuis un certain temps que les entreprises à charte fédérale qui sont sur le territoire québécois soient assujetties à la loi 101, les banques, etc. Et donc, une loi 101 resserrée un peu. Est-ce que vous êtes prêt à dire oui à ça? Nous, au fédéral, on respecte les champs de compétences. Et les champs de compétences qui disent que les banques, c'est de compétences fédérales, je veux pas qu'une loi provinciale régit des institutions fédérales, pas plus que M. Legault voudrait que je m'immisce dans un champ provincial. Donc, non, mais je veux que les entreprises au Québec soient obligées, soient encouragées, soient encadrées pour utiliser le français comme langue de travail. Et donc, dans la loi C-13, on a mis un dispositif qui va être semblable à la loi 101. Qui est plus souple. Semblable, qui est très similaire, mais l'avantage, c'est que ça va aussi s'appliquer dans les régions du Canada en dehors du Québec où il y a une concentration du français. Donc, on veut les mêmes choses, on veut protéger le français, mais on veut aussi protéger les communautés linguistiques minoritaires. Comment se porte le français au Canada? Il y a de l'amélioration à faire. On est le premier gouvernement à reconnaître que non seulement le rôle d'un gouvernement fédéral, c'est de protéger les deux langues officielles à travers le pays, mais c'est aussi particulièrement de protéger le français, incluant le français au Québec. On a un rôle à jouer pour protéger le français, même là où, dans les régions où elle est majoritaire. M. Trudeau, beaucoup de francophones ont été choqués de voir le grand patron du SCRS devant la commission Rouleau, M. Vigneault, patron du SCRS, qui a étudié à l'Université de Montréal ici, francophone, bilingue, bien sûr, s'adresser uniquement en anglais à la commission. Moi, ça m'a fait penser à mes années à Ottawa comme chef de bureau, où des fois, on était mal de parler français. Parce que... Comment faire pour lutter contre ça? Puis vous n'avez pas beaucoup parlé français, mais à la limite, le contexte est différent. Là. Non, moi, j'ai commencé mes interventions en français au début. Quand on m'a commencé à me poser des questions en anglais, oui, j'ai répondu à des questions en anglais. Mais oui, j'ai été déçu, moi, en tant que francophone, de ne pas voir plus de français dans cette commission-là. Et ça démontre encore qu'il y a plus de travail à faire. L'immigration, dans cette perspective-là, vous comprenez les craintes du gouvernement du Québec de dire 112 000, comme vous aviez suggéré ou proposé? Je n'ai pas proposé, je n'ai pas suggéré. J'ai dit que la loi qui existe, les pouvoirs que le Québec a, pourrait accueillir, sans besoin d'autres pouvoirs, plus de gens qui le font maintenant. Mais je comprends aussi l'importance d'accueillir de l'immigration francophone. Et c'est à ce niveau-là qu'on est très ouvert à travailler encore plus avec le gouvernement du Québec. Chemin Roxham, Monsieur le Premier ministre, votre ministre a dit qu'il y avait une entente. Vous dites qu'il n'y a pas d'entente. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y a des signaux positifs, mais je ne veux pas m'avancer avec trop les Américains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il y avait une entente un jour, ça voudrait dire que les gens vont continuer à rentrer au chemin Roxham ou ils vont être laissés aux États-Unis? Pendant la pandémie, on avait créé une entente temporaire parce qu'on fermait les frontières pour
pour pas que les gens passent au chemin Roxham, qu'ils soient refoulés. Ça va être dans cette même lignée-là qu'on est en train de travailler pour empêcher que les gens passent de façon irrégulière. Mais la crainte que le chemin à côté devienne un nouveau chemin Roxham? Non, non, et on est en train de regarder ça. C'est compliqué, mais on veut avoir un système d'immigration qui reste rigoureux, mais qui reste généreux. Votre père, en 1973, avait fait un pardon, là, une requalification des sans-papiers au Canada. M. Mulroney l'a fait aussi. Il y a sur votre bureau, je crois, une proposition qui s'adresse à 500 000 personnes sans papier au Canada qui n'osent pas sortir de l'ombre parfois. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? On est en train de regarder différentes choses qu'on pourrait faire et ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder. D'un œil favorable? Vous pourriez... Ça serait une partie de votre legs? C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à la crise de la pénurie de main-d'œuvre, le besoin de régulariser des gens qui sont ici depuis longtemps. Oui, un désir de faire ça, mais il faut le faire de la bonne façon. Est-ce que politiquement, c'est pas dangereux? C'est ça qui vous fait hésiter? Le message que ça envoie, de dire on va régulariser 500 000 personnes? Bien, je pense que... tout le monde comprend que l'immigration est une source de croissance économique, d'opportunités pour nos entreprises, de richesse pour nos communautés et puis nos villes, nos villages. On va continuer d'y croire, mais les gens doivent comprendre qu'on a un système rigoureux où les gens suivent les règles en même temps. Très bien. Monsieur Trudeau, on va aller dehors, si vous le permettez, parler d'avenir un peu. Un mot sur la Chine aussi. Je vais vous poser des questions parce que je boucle la boucle à la COP à Montréal. On a eu l'impression que le Canada et la Chine ont mieux travaillé ensemble. Il y a des moments où on peut bien travailler ensemble, comme sur l'environnement. Il y a d'autres moments au niveau des droits humains, au niveau du commerce, où on va les mettre au défi, on va même les contester. Allons dehors. M. Trudeau, on a l'impression que l'arrivée de M. Poilievre vous donne juste le goût de rester encore plus. Mais, je suis rentré en politique pour faire la plus grande différence possible. Puis on voit, malgré les grosses crises, que ce soit Trump, que ce soit COVID, que ce soit la guerre en Ukraine, on a pu faire de grandes choses dans le pays. On a pu avancer sur la protection de l'environnement et les investissements qui viennent avec pour créer des emplois pour l'avenir. On a pu sortir plein de gens de la pauvreté, des millions de personnes de la pauvreté. On a fait des grandes choses malgré tous les défis. Et là arrive un parti conservateur de droite, pas à peu près, qui veut nous ramener en arrière de plein de différentes façons. Et on voit à quel point il faut continuer de lutter pour ces valeurs qui nous rassemblent en tant que Canadiens. OK, mais très bien. Mais d'un point de vue plus personnel, on a l'impression que vous avez envie de faire cette bataille-là avec lui, de sorte que ça envoie un message dans votre parti. Je suis pas parti, là. Mais je le dis depuis longtemps, là. Je continue la lutte. Oui, on le dit, mais vous savez, M. Trudeau, on le dit parce qu'on ne peut pas dire qu'on part, parce que devient... Mais entre le dire puis le ressentir dans son ventre, là, on a l'impression que vous avez plus le goût que jamais de faire la prochaine bataille électorale. Oui, j'ai vraiment envie. Oui, ça me tente, parce que c'est le genre de pays qu'on va habiter, dans lequel nos enfants vont grandir, qui est en jeu. Il y a un contraste réel dans la vision que j'ai et que je pense que je partage avec énormément de gens et la vision que présente ce Parti conservateur d'extrême droite de temps en temps. Vous aimez la boxe, il faut quand même respecter son adversaire. Vous le voyez, c'est un combatif. Là, bon, là, l'élection partielle, ça a été moins bon pour eux, mais c'est un combatif. Il n'est même pas allé à la partielle. Il ne s'est pas présenté sur le terrain. Mais c'est un combatif. Oui, vous le connaissez bien. Censé l'être. Donc, vous le respectez. Comment? Oui. Si ça avait été Jean Charest, est-ce que vous auriez dit, bon, moi, je peux m'en aller? C'est le Parti conservateur, que ce soit M. Poilievre ou M. Charest ou d'autres, il a changé dans les dernières années. C'est plus les beaux vieux bleus de Mulroney qu'on connaissait avant, là. Il y a un côté dur et populiste qu'on retrouve des fois. Okay. Mais les Canadiens, eux, n'ont pas changé. Les Canadiens conservateurs, c'est pas automatiquement des gens d'extrême ou de droite. Ils sont quand même en avance sur les sondages
en ce moment, là, sur vous. Là. Les sondages. Non, mais vous dites les Canadiens, c'est une bataille. Il va y avoir une bataille. Oui, il va y avoir une Puis bataille. devant vous, il y a un boxeur aussi. Oui. Puis vous dites, bring it on. Je suis fait comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, peu importe quand vous quitterez ou vous ferez? Qu'est-ce qui vous reste à faire, M. Trudeau? Des fois, c'est pas clair. Ouais. Pour moi, c'est une question de vraiment établir clairement la direction pour l'avenir de notre pays. Là. Les conservateurs veulent encore nous ramener en arrière sur les changements climatiques. Ils doutent que ce soit une réalité. Ils rouvrent les débats sur les armes à feu, sur l'avortement, sur plein d'enjeux qui, pour moi, devraient être déjà réglés. Et je me dis, encore une fois, que si on arrive à démontrer que c'est pas ça le Canada, enfin, les conservateurs vont essayer, ou les gens vont arrêter d'essayer de nous ramener en arrière. Parce que l'avenir, quand je voyage à travers le monde, là, les gens regardent le Canada et disent, mon Dieu, mais vous avez tout. Vous avez des ressources naturelles, vous avez une population croissante et diverse, vous avez de l'optimisme, vous avez les gens les mieux éduqués du monde. On a tous les avantages, mais il ne faut pas les prendre pour acquis, puis il faut qu'on continue cette avancée-là. Et malheureusement, elle est à risque. Vous dites on a les ressources naturelles. Ça fait aussi qu'on est un pays pétrolier, vous le savez, Terre-Neuve, projet. Puis c'est ça qui rend un peu schizophrène notre pensée. C'est qu'on se veut la Suède, un pays, mais en même temps, on va chercher du pétrole dans le sol. Là. Oui, on continue de l'utiliser pendant que le monde est encore en train de l'utiliser. Mais au fur et à mesure, avec la guerre en Ukraine, l'Europe est en train de décarboniser de façon plus rapide. Le Canada a des solutions pour les gens et on a justement, que ce soit à Bécancour, que ce soit à Sorel, que ce soit au Saguenay, il y a des solutions qui sont en train de créer des emplois et de la croissance bon pour tout le monde. M. Trudeau, des petites questions avant de vous laisser aller. Votre père a rapatrié la Constitution. Là, on l'a mis sous une cloche de verre, puis on ne veut pas y toucher. Or, l'Alberta fait une loi en disant, nous, les lois fédérales ne s'appliqueront plus sur notre territoire s'il faut. Saskatchewan veut avoir la mainmise totale sur le gaz à effet de serre, entre autres. Le Québec, ça vous a agacé l'utilisation de la clause non-obstant et l'Ontario l'a utilisé. Oui. Bref, ça va pas bien, la fédération. Là. Est-ce qu'il n'est pas temps, alerte, je vais dire le mot, mais de rouvrir la Constitution et de la moderniser? Pour faire quoi au juste? Pour la moderniser, je veux bien, mais c'est quoi le problème qu'on est en train d'essayer de régler? Pourquoi les provinces se sentent pas bien et se sentent obligées de faire des lois pour dire on va contourner les lois fédérales si tout allait bien? Ça, c'est une question pour les provinces et c'est une question qui va se régler d'ailleurs dans l'élection qui va se tenir en Alberta dans quelques mois parce que Mme Smith ne fait pas l'unanimité avec son approche. Moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer qu'on respecte les droits des Canadiens. Quand on utilise la clause non-obstant, la clause dérogatoire, on est en train de suspendre les droits fondamentaux des Canadiens. Vous voulez restreindre ça? Pourquoi vous ne demandez pas un avis à la Cour suprême? On est en train, justement, de s'assurer de faire les bonnes choses pour pas... Donc, un avis, peut-être? On est en train de regarder différentes options. Oui, on va toujours être là pour défendre les droits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, vous pouvez... Peut-être, avant de vous retirer, régler la question du Québec. Bien, pas régler, ce ne sera jamais réglé. Régler la question Non, mais du vous Québec. dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour moderniser la Constitution? Ça, les droits autochtones, enchasser une manière de gouvernement, Mais il y a déjà tout ça dans la Constitution, dans la section 35. Il y a déjà des reconnaissances. Donc, on n'y touche plus. Vous nous dites... Pas du tout. Votre père le rapatrié, on n'y touche plus. Non. Et une Constitution, oui, c'est vivant, il faut que ça le reste. Mais il faut aussi que si on va rouvrir la Constitution, on ait des idées claires. Qu'est-ce qu'on est en train de régler comme problème? Et pour l'instant, le problème, c'est pas qu'on ne peut pas trouver des bons emplois pour les Canadiens, c'est pas qu'on n'est pas en train de livrer la protection de la langue ou les cultures autochtones. Si on arrive à tout faire ça, les problèmes, c'est qu'il y a des chicanes sur la Constitution. Bien, écoutez, si on veut régler des chicanes sur la Constitution, en lançant une chicane sur la Constitution, c'est pas nécessairement la bonne chose pour monsieur, madame, tout le monde. Mais vous dites qu'il y a des tensions, mais ça se gère. Oui, globalement, le fédéralisme va bien, vous dites.
Écoute, ça a toujours été quelque chose à travailler au jour le jour. On ne peut jamais prendre pour acquis. Mais oui, on arrive à livrer pour les citoyens à travers le pays. Très bien. Quel genre de vacances de Noël, M. Trudeau? Vacances en famille, vacances tranquilles. Donc, pas des gros parties, parce que là, on peut maintenant, les gens. On peut, on va se rassembler avec quelques amis, mais des moments de famille. Et vous souhaitez quoi en terminant pour 2023? Que les Canadiens continuent de rester confiants dans leur capacité de surmonter les obstacles. On a eu une année difficile et on va se dire les vraies choses. 2023 va commencer difficile. Il va y avoir un ralentissement mondial dans l'économie. On est bon pour s'y tenir. On va rester là les uns pour les autres. Le gouvernement va être là pour aider de façon ciblée ceux qui en ont le plus besoin. Mais il faut que les gens restent solidaires les uns des autres. Joyeuses fêtes à vous, à toute votre famille. Toujours Merci, un M. plaisir, Trudeau. Patrice.